Donc les zones protégées ne sont pas protégées. C'est une imposture politique majeure. La pêche n'est pas rentable. Pas du tout. La pêche industrielle n'est pas rentable et elle est 3 à 4 fois moins rentable que la petite pêche côtière. D'ici 2050, on aura perdu plus de 90% des récifs coralliens dans le monde. Les chercheurs disent c'est des incendies sous-marins. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite. On est là pour parler des limites planétaires, savoir à quelle sauce on va être mangé ou à quelle sauce on va amener de nouveaux projets de société et changer le monde avant que nous crevions tous la bouche ouverte dans d'atroces souffrances. Ça c'est pour l'algorithme YouTube, là il va analyser les mots et va se dire oulala on va montrer ça à des gens qui sont prêts. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, à commenter tout au long de cette vidéo ce que vous allez entendre. Sachez que chaque commentaire va nous permettre de rendre ces sujets qu'on médiatise pas des masses le plus audible possible bien entendu, la partager et puis là vraiment si vous avez un grand cœur vous n'êtes pas obligé, saupoudrez de votre magie sur notre Tipeee ou PayPal.me. Tous les liens sont bien sûr en description. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Claire Nouvian. Claire, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait de beau dans la vie? Ce que j'ai fait de beau, moi j'en sais rien. Tu as fait beaucoup de choses. Moi quand je vois certains petits livres, le rapport d'hyperactivité que tu as reçu pour ton anniversaire, tu as fait beaucoup de choses Claire. J'ai fait beaucoup de choses, ouais. En fait ce que j'ai fait de mieux, c'est ma fille évidemment. J'ai pas fait grand chose parce que finalement ça se fait tout seul, mais elle est quand même formidable. Et Bloom, j'ai monté une association de défense de l'océan, à l'origine vraiment pour essayer de donner une voix à tous les animaux qui se font massacrer quotidiennement par centaines de milliers, sans qu'on en ait conscience, sans qu'ils parlent, parce que quand on tue un requin, il fait pas de bruit, il ne gueule pas, alors qu'en fait, si on mettait une bande son, tu vois, on pourrait imaginer, ce serait mais inaudible, en fait, ce massacre sur la planète, ça couvrirait toutes nos voix. Donc voilà, je m'étais dit ça au début, le slogan de Bloom, c'était donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et on s'est battu, voilà, pour la défense des écosystèmes marins qui se font broyer par des énormes bateaux industriels horribles. Sans que ça n'ait aucun sens économique, mais on en reparlera peut-être. Donc j'ai monté Bloom. Et en faisant Bloom, j'ai rencontré des gens géniaux qui se sont identifiés à ma combativité, à mon sens de la justice, je pense. Ouais, je crois que c'est ce qui nous relie très fort. Donc j'ai rencontré de très belles personnes qui sont vraiment des guerriers de la justice. Ouais. Qui veulent se battre contre des systèmes d'oppression, de mensonges, de fraude, d'évasion fiscale, de destruction de la nature, de destruction des plus faibles aussi, parce que les pêcheurs, les petits pêcheurs, hein, les pêcheurs artisans, tout ce qu'on imagine, quand on imagine un pêcheur, le bateau, la ligne, etc., alors qu'en fait, eux, ils se font aussi broyer par les mêmes énormes bateaux industriels qui ravagent tous les écosystèmes marins. Et donc, en fait, on s'est rendu compte avec le temps que se battre contre la destruction de l'océan, c'était aussi se battre contre la destruction des petits pêcheurs qui ont un autre rapport à la nature. Donc voilà, finalement, on a commencé sur la base d'une urgence. C'est que moi, j'ai fait un livre sur les abysses, les grandes profondeurs. J'étais tombée totalement amoureuse de ces grandes profondeurs océaniques. J'avais découvert qu'en fait, à partir de 200, 400 mètres de profondeur, il commence à faire vraiment assez sombre. À partir de 1000 mètres, il n'y a plus du tout de lumière dans l'océan. Ça n'arrive pas jusque-là, quoi. Ouais. Et en fait, tu t'imagines toujours un peu comme ça, avant que je retombe sur des images et des films et des expositions, je m'attendais à ce qu'il soit assez vide, en fait. À partir du moment où il faisait très, très sombre et froid. Et en fait, pas non. de vie, forcément, quoi, non? Et non, c'est des foisonnements spectaculaires de vie sous-marine. Avec des écosystèmes ultra variés. Évidemment, il y a 71% de la planète qui est faite d'eau et il y a plus de 60% qui est faite d'eau très profonde. Donc, en fait, la plupart des choses vivantes, des habitants de cette planète sont des organismes qui vivent dans les grandes profondeurs. Et puis c'est d'où on vient, un petit peu aussi. Ah ben, carrément. La vie est apparue, alors là, oui, carrément, l'océan est le berceau de la vie sur Terre. Toute la vie est apparue, en fait, dans l'eau. Parfois, on est sorti de l'eau pour y retourner. Comme les baleines, sorties de l'eau, pris une espèce de forme de chien pour retourner finalement à l'eau plus tard. Donc on a tous eu des cycles terrestres à queue, mais à la fin, ouais, c'est clair que la vie est apparue dans l'eau. Donc on le dit, en ce moment, la vie est apparue dans l'eau, l'océan est notre berceau, mais là on est en train d'en faire notre tombeau. J'ai envie de te demander d'abord une simple question, c'est comment tu vas toi, santé mentale, comment tu te sens? Comment est-ce que ça va le moral chaque jour? Tu m'as dit que tu lisais beaucoup d'études. Comment ça va? Ça va.
Ça va, ça va. Moi, je suis angoissée par ce qui est en train de se passer sur la planète. Enfin, je suis pas de nature. D'ailleurs, j'ai pas du tout un naturel angoissé. Je suis plutôt très résistante au stress. Même à un niveau qui me joue des tours, parce que je peux prendre des charges de boulot et de stress monstrueux, vraiment. Mais ce qui se passe à ce qu'on est en train de faire à la planète, je trouve ça tellement vertigineux que ça me génère de l'angoisse. Vraiment. Et ça me poursuit un peu la nuit de temps en temps parce que je dors très bien. Mais de temps en temps, je me rends compte que quand je lis des études justement scientifiques, je me rends compte qu'après, je vais avoir une série de cauchemars pendant 3-4 jours où j'arrive plus à gérer, en fait. On n'arrive plus à gérer. Et je vois qu'en fait, on est arrivé à ce moment où si on n'agit pas résolument tout de suite, ce que disent évidemment tous les rapports du GIEC, hein, mais on va pas y arriver en fait. Il y a un moment, ce sera trop tard. En fait, l'ampleur du désastre va être trop forte pour que nous, nos sociétés humaines telles qu'elles sont construites, puissent y faire face. Et donc j'ai ça. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression d'être connectée à cette chose qui est aujourd'hui immatérielle. Se représenter un désastre à l'échelle planétaire, c'est vraiment difficile. Nos cerveaux sont pas faits pour ça. Mais moi, je sais que depuis que je suis petite, j'arrive toujours à me décoller du présent, en fait. Je vois un peu les choses dans la profondeur du temps et de l'espace. J'ai toujours eu ça, ce qui est toujours un peu une expérience un peu particulière, même de là où je suis quand j'y suis. Et du coup, je soigne mon angoisse par l'action. Ça fait du bien. Ah ben, je crois que c'est une colonne vertébrale. C'est une éthique de vie, même. C'est-à-dire que, d'abord, on gagne. Quand on se bat, on gagne. Quand on se bat avec des gens comme toi qui organisent les relais de ce qui est en train de se passer, à la fin, on fait communauté tous ensemble et on finit par gagner. Donc, c'est concret. On gagne des trucs. La protection des écosystèmes et tout. Et ça, c'est bien. Mais même si on perdait, je sais même pas comment on pourrait vivre autrement dans un monde aussi injuste, brutal, infâme, qu'en se battant contre les injustices. Donc, c'est une éthique de vie, quoi. Quand on regarde un petit peu la situation de l'océan, alors nous, sur Limite, on a parlé d'eau, on a parlé des glaciers. Prochainement, je ne sais pas si c'est déjà disponible ou pas, au moment où cette vidéo est disponible, de permafrost, pergélisol et tout ça. L'océan est quelque chose qui semble être très mystérieux. Il paraît que sur Terre, on en connaît plus sur l'espace et sur l'immensité de l'univers que dans nos propres océans, tellement c'est difficile à atteindre, difficile de rejoindre les profondeurs. Hein. Il faut des gros sous-marins parce que la pression est tellement immense que parfois, si tu vas avec du mauvais matos, tu finis comme ceux qui ont été visiter le Titanic, qui disent que c'est horrible, on est en train de rire. Mais... Non mais j'aime bien la façon de présenter avec du mauvais matos, mais c'est exactement ça. Hein. Voilà, il faut vraiment y aller en étant bien équipé, hein, pas avec une manette Nintendo 64, véridique, pour aller visiter les fonds marins. Moi, je voudrais que tu essayes de me traduire qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces océans. Qu'est-ce qui se passe quand, moi, j'adore manger du saumon? Qu'est-ce qui se passe quand je me tape mon saumon? Ah, ça c'est de mon père, hein, il m'a transmis ça. Ah ouais, il va falloir qu'on parle du saumon. Ah oui, et du thon. Je suis un fan du Japon. Alors Ouais. je vais plus au Japon depuis mon éveil écologique, hein, puisque c'est loin. J'envisage d'y aller en méthode douce, ça prendra du temps, mais il n'y a pas de problème. Mais j'étais dans un marché à Tokyo, j'ai oublié le nom du marché, mais à perte de vue des poissons, même des baleines. J'ai vu qui s'appelle Kujira là-bas. J'ignorais, on m'a un jour servi un plat, on me dit « Ah, mange et tout », moi je suis là... Je dis, ah, c'est bizarre, je connais pas cette texture, c'est quoi? On me dit Kujira des. Moi, je dis quoi? Godzilla? Et me dit, non, Kujira. Et moi, je dis, Kujira. Quoi? Baleine. Ouais. J'ai pété un plomb. Alors, je n'étais pas sensibilisé à ces questions-là à cette époque, mais dans ma morale, j'étais touché. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Essaye si tu devais me dresser un tableau par rapport à notre alimentation de tout ce qui provient de la mer et de l'état actuellement des océans. Ça va très mal. Là, on rentre dans la section... Anxiogène. Ouais, là, on rentre dans le truc Vas-y à déprimant. Hein. Ouais. Vas-y à fond. Désolée, j'ai pas de bonnes nouvelles venant de l'océan. L'océan, c'est évidemment 71% de la planète, mais c'est quasiment 98% de l'eau présente sur Terre. Donc, il faut se représenter cette masse d'eau, ce qu'elle peut faire à une planète entière. Ce qu'elle fait, ce qu'elle génère, un climat qui est pour nous aujourd'hui habitable. Donc, l'océan, d'un point de vue climatique, déjà, va prendre la radiation solaire et redistribuer la chaleur autour du globe par le biais de courants de surface et de courants profonds. Donc les eaux chaudes qui sont trop chaudes, elles sont refroidies parce que quand elles arrivent au pôle, elles sont plus denses, plus lourdes et elles coulent. Et quand on réchauffe les eaux de surface, ce qu'on est en train de faire parce qu'on réchauffe avec les émissions de CO2 des humains, on a réchauffé déjà de 1,5 degré
la température globale de la planète. Donc, pour rappel, c'était l'objectif qu'on s'était fixé pour l'accord de Paris à la fin du siècle. Mais là, on l'a déjà atteint, en fait, ce seuil en 2023. Et quand on a comme ça augmenté la température globale de l'atmosphère, il faut imaginer que c'est l'océan qui a capté 93% des excédents de chaleur qui ont été émis par les humains depuis les 50 dernières années. Et donc, cet excédent de chaleur, ça a réchauffé les eaux du globe. Et donc, ça a commencé à couper la pompe. Il y a une pompe, c'est comme une grande pompe mondiale qui permet non seulement de piéger du carbone, mais aussi de redistribuer donc les températures de façon à ce qu'il y ait un équilibre d'humidité et de chaleur, que la chaleur soit redistribuée de façon homogène sur Terre, ainsi que l'humidité. Et sans l'océan, si la pompe de l'océan tombe en panne, on se retrouve avec des zones qui vont être très très froides, par exemple l'Europe occidentale, qui peut rentrer dans un mini-âge glaciaire, alors que le reste de la planète peut suffoquer de chaleur. Donc on pourrait avoir des températures, on pourrait avoir des températures à 60 degrés sur une partie du globe qui ne permettent pas la vie humaine. Non, ça peut pas. Non, c'est sûr. Ouais. Impossible. Alors qu'on peut perdre 20 ou 30 degrets, je sais pas quoi, en Europe. Tu fais référence aux dernières études avec l'arrêt de la MOC. Ouais. Là, c'est la circulation thermohaline de retournement atlantique, mais c'est le grand tapis roulant. C'est à cause du pôle qui se réchauffe beaucoup trop, puisque tu l'as dit, hein, l'océan absorbe beaucoup. Les terres, il fait plus chaud sur les terres que dans la moyenne. Je crois qu'on a plus 2,8-3 degrés de moyenne. Et au pôle, c'est indécent. Enfin, c'est plus 7 degrés et plus parfois même. Et donc c'est ça en fait qui en fait empêche cette circulation. C'est ça, on est en train il y a 15% des courants marins qui ont déjà été modifiés. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à modéliser. Les chercheurs, océanographes, etc. ont vraiment mettre des intervalles de confiance. On appelle ça des intervalles de confiance quand on n'est pas très sûr dans une publication. On dit on a des intervalles de confiance qui sont très larges, c'est-à-dire qu'on n'est pas 100% sûr. Mais on sait qu'a priori, on pourrait avoir un effondrement des courants marins tels qu'ils existent aujourd'hui. Et qu'en tout cas, 15% sont déjà modifiés. Et que ça implique déjà ce qu'on voit comme perturbation du climat et donc de la météo. Puisque tout le cycle de l'eau sur Terre, donc cette redistribution de l'humidité, c'est quand même lié donc à l'océan. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, de l'océanographie physique. C'est-à-dire le rôle de l'océan, c'est très simple, vital. Vital. Sans l'océan, on ne peut pas vivre sur Terre. Donc, faire attention à ça et donc arrêter d'émettre du CO2, parce que c'est la solution, c'est absolument impératif. Mais par ailleurs, il se trouve que ce changement climatique vient taper des écosystèmes qui sont déjà profondément perturbés, amoindris, détruits, ravagés. Par l'humain. Donc c'est un problème en plus de nos activités sur le terrain, quoi. Et ce que disent les chercheurs, en fait, c'est que on a vraiment besoin de la nature. On a besoin de la nature et une nature en pleine forme, en pleine santé, pour absorber le changement climatique, mais aussi pour atténuer les effets du changement climatique. Et il se trouve que le changement climatique arrive dans cet espace-temps où on a déjà meurtri les écosystèmes naturels, où on a déjà retiré 3 millions de baleines des écosystèmes naturels. Donc 3 millions de baleines, ça veut dire qu'en biomasse, c'est ce que l'humain a tué de plus volumineux. C'est la matière vivante en poids la plus importante de toutes les histoires, de toutes les tueries faites par les humains sur Terre. Donc même les bisons qu'on a massacrés en arrivant en Amérique du Nord, on n'en a pas tué en poids autant que ce qu'on a retiré de baleines de l'océan vivant. Dû principalement en fait à nos activités de pêche. Voilà, de nos activités de pêche. Donc la pêche industrielle qui a vraiment démarré avec une accélération à partir du 19e siècle sur la pêche des baleines et les harpons qui ont commencé à devenir très performants avec des systèmes évidemment qui ont fini par être soutenus par toute la puissance du feu, de nos économies du feu. Mais là, évidemment, on a arrêté de chasser les baleines dans les années 80, 70, 80. Il y a eu un moratoire international en 86, à part pour quelques pays qui ont de façon, comme on sait, le Japon, la Norvège et l'Islande, qui de façon complètement hypocrite, ont dit qu'ils faisaient de la pêche scientifique, et c'était pas scientifique, c'était de la pêche commerciale. Mais bon, globalement, tout le monde a arrêté sauf ces 3 pays-là. Mais on a arrêté trop tard. Donc si on n'avait pas eu le changement climatique, alors on peut se dire, enfin, en fait, on a arrêté de détruire l'océan
pour qu'il puisse redevenir vivant, pour qu'on puisse lui redonner de la vie. En fait, c'est très simple, il faut arrêter de le détruire. Et on l'a vu avec les baleines, ça marche. Quand on arrête de détruire les baleines, leur population se reconstitue. Doucement, mais elle se reconstitue. Sauf qu'à partir de là, on a du transport maritime qui crée des collisions. On a de la pollution qui va en effet amoindrir la possibilité de résilience de la santé des baleines. Et, alors là, pour couronner le tout, en anglais, on dit, c'est le clou dans le cercueil. C'est vraiment le truc qui est en train de les effondrer au dernier degré. C'est que le changement climatique génère des canicules marines tellement puissantes et nombreuses maintenant que ça crée des mortalités de masse inimaginables des animaux sous l'eau. Et on les voit pas, on n'en a pas encore conscience. Les chercheurs disent c'est des incendies sous-marins qu'il y a à cause du changement climatique. J'ai vu ce terme-là qui était très paradoxal en fait. On n'arrive pas à se rendre compte, on imagine un océan en ébullition quoi. Ouais, on s'en rend pas du tout compte. Et en fait, sous l'eau, il y a des épisodes de mortalité de masse. Et donc, les baleines sont en train de mourir de faim. Et donc, il y a un chercheur, Olivier Adam, qui est professeur à la Sorbonne et chercheur au CNRS, et qui dit, vu les tendances, je crois que d'ici 40 à 50 ans, il n'y aura plus de baleines. Et moi, ça, c'est typiquement, tu vois, tu parlais du moral, ben, moi, quand je lis ça, il y a des jours où mon moral en prend quand même un coup. Je voudrais voir un peu sur cet absorbateur de CO2 qu'est l'océan. On parle de son acidification en fait, que le pH commence à varier, et donc que ça s'acidifie. Ouais. Et je me rappelle, j'étais tombé sur une image qui m'avait beaucoup choqué, c'est la taille des coquilles de mollusques au cours des 50 dernières années. Et on voit en fait que leur taille a drastiquement diminué, que c'est plus difficile en fait, c'est un peu en somme, c'est que ça attaque le corail, ça attaque plein de choses. Qu'est-ce qu'il en est du plancton là-dedans, qui est à la base de la chaîne alimentaire? Ah, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'acidification due au changement climatique, due à nos émissions de gaz à effet de serre, puisque l'absorption augmente, qu'est-ce qui se passe avec ce plancton face à cette augmentation d'acidification? Eh ben, il se passe que des choses pas bien, puisque le plancton est composé de micro-organismes qui sont soit des plantes, soit des animaux. Donc, on va avoir du zooplancton ou du phytoplancton. Mais même le phytoplancton, il peut y avoir des algues qui sont un peu calcaires. Et donc, elles ont des petites... En fait, quand on regarde la constitution de leur petit corps, eh ben, c'est quand même des petites plaques calcaires. Donc, même la base végétale du plancton va être impactée par l'acidification de l'océan. Parce que les plaques calcaires, donc ce que fait une eau acide, un pH qui baisse, parce que l'acide carbonique augmente, c'est que ça dissout tous les organismes calcaires. Donc, on estime que d'ici 2050, on aura perdu plus de 90% des récifs coralliens dans le monde et on aura détruit une grande partie des chaînes alimentaires dans l'océan. Mais donc ça veut dire qu'en plus qu'on pêche à une vitesse phénoménale comme des tarés l'humanité, en tout cas l'humanité, une petite partie de l'humanité avec ses gros chalutiers, ses gros paquebots, en plus de ça on a le changement climatique qui crée cette déstabilisation de chaleur. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, l'acidification est en train de péter la chaîne alimentaire. Mais en fait, on va plus rien avoir. Il va plus rien avoir. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. C'est ça qui m'angoisse moi. C'est que en fait, je me rends bien compte qu'on a il y a un bug dans notre cerveau, et je pense qu'on n'est pas apte à vivre parce qu'on n'est pas des robots. On n'est pas apte à vivre avec une espèce de conscience qui fasse la synthèse de tout ce qu'on sait du monde. Et quand on lit les études, les unes après les autres, et qu'on finit par en faire une micro-synthèse dans son cerveau, normalement, on tombe vraiment en panique. Enfin, en toute logique, on devrait paniquer. Hein. Oui, ça fout droit, bien sûr. Ouais. On devrait paniquer. On devrait être déjà à l'étape de la panique. Et c'est compliqué parce que quand on vit avec cette conscience et cette connaissance scientifique qui reste vraiment très faible par rapport à la production scientifique mondiale, je veux dire, je suis une ignare, hein, mais je lis quand même, j'essaie de me renseigner. Et je connais un millionième de ce qu'on a à savoir. Mais ça me suffit déjà pour être consciente que les échelles du changement sont vertigineuses. Et qu'en fait, il y a un hiatus énorme entre ce qui est en train de se passer, ce qu'on devrait mettre en place comme logique de société, d'organisation face à ce qui est en train de nous arriver, et l'échelon politique. Qui est complètement à côté de la plaque et qui se comporte en fait de façon tellement irresponsable que je pense vraiment qu'on peut poser le terme de criminel. Mais nous y sommes, tu discutes souvent avec eux, tu milites, tu es au Parlement européen, tu es à la Commission européenne, et tu vois les lobbies de la pêche qui sont là. Alors on va parler des bonnes nouvelles quand même après, des victoires qui ont été faites, mais comment ça se passe lorsque tu discutes
parce que j'imagine que tu as amené à parler avec ces lobbyistes, quel est leur mécanisme? Qu'est-ce qui se passe au fond d'eux? Ils ont conscience, ils ont des rapports, parfois même ils représentent des industries qui créent des labels, ça aussi on va pouvoir en parler. Quand tu discutes avec eux, c'est quoi? Quelle est ton impression? C'est du déni? C'est du je m'en fous? Ou alors c'est aussi des gens qui sont prisonniers d'un système? C'est difficile de se rendre compte de ça parce que moi, mon rêve depuis que je suis toute petite, ce serait de pouvoir rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Ah. Mais non, pas toi, mais moi, ce serait mon rêve. Ah si, j'aimerais tellement passer une journée, ne serait-ce qu'une heure dans la tête de quelqu'un qui fait des choix cyniques, tu vois, qui est là et qui sait un truc et qui écarte toutes les données, qui écarte la réalité sociale, qui écarte l'injustice, qui écarte tout ça pour prendre des décisions dégueulasses. Et en fait, j'adorerais savoir, tu vois, pour mieux comprendre comment combattre ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ont en tête? Comment ça se passe dans leur tronche? Ces malades mentaux. Et en fait, c'est pas des malades mentaux, c'est justement typiquement des gens qui ont été mal élevés en fait. Ils ont perdu le nord sur les principes éthiques qui font que l'humain peut être merveilleux ou totalement pathétique ou parfois carrément dangereux et criminel. Et donc je pense qu'ils ont perdu le nord. Et il me semble que c'est, tu vois, quand on était en classe, parfois, tu sais, t'as des animaux, je me souviens très bien quand j'étais en classe, j'avais autour de moi des copains hypersensibles géniaux, un gros paquet de la classe avec lequel t'es copain, mais bon, voilà. Et quelques individus dont tu sens qu'ils sont prêts à tout pour gagner, tu vois, même être un peu triché, limite à te faire un croche-patte dans l'escalier pour que t'arrives à endasser une course, enfin, tu sais, les trucs pas propres, quoi. Et je me souviens que même jeune, je me disais, mais ces gens-là, ils vont devenir moches, quoi. Mais en fait, en vieillissant, je me suis rendu, en fait, ils étaient déjà moches. Ils étaient déjà moches à l'intérieur, ils n'avaient pas de tendresse, ils n'avaient pas de générosité, ils n'avaient pas de principe éthique. Et en fait, il me semble que, déjà, à la base, il y a quand même l'éducation. Et qu'ensuite, le système de l'organisation économique de nos sociétés ne va faire que renforcer ça. C'est ça. Le système de grande école, le système de prépa, la compétitivité, arriver dans ensuite, quand ils arrivent dans des grandes écoles, j'ai donné un cours l'autre jour dans une école de commerce, je suis sortie de là, mais j'étais déprimée. J'avais 900 étudiants face à moi, il y en avait que, sur 900, il y en a 40 ou 50 qui étaient touchés. Les autres, ils en ont rien à faire du changement climatique. Ils veulent aller bosser dans de la finance. Et je me suis dit, mais c'est délirant, en fait. On en est encore là. Et c'est vrai qu'on regarde, nous, les jeunes, là, qui ont fait des super beaux discours à Polytechnique, à AgroParisTech, et je ne sais quoi. Mais en réalité, la plupart, ils sont pas du tout comme ça. Et donc, moi, je trouve ça assez déprimant. Donc, je me dis, ils ont ce truc-là et le système après renforce ça, en fait vraiment c'est une injonction qui est faite au cerveau de toujours utiliser les mécanismes de la domination pour réussir dans la vie, accumuler, avoir des biens matériels, être associé à des beaux vêtements, à des endroits chics, à une nana belle, parce que souvent les mecs super riches sont quand même accompagnés de nanas super belles. Ils vont dans des restos où on mange hyper bien et on vous donne des égards et on gare votre voiture et blablabla et blablabla. Et en fait, ça devient un rêve matérialiste global qui a, je pense, colonisé nos imaginaires. Et je pense que il y a une préparation mentale au succès du libéralisme. Je veux dire, ce niveau de destruction de la planète, ce niveau de cynisme et d'égoïsme des humains qui s'organisent pour tout détruire et prendre des lois, des dispositions réglementaires qui vont détruire du vivant, des individus, ils vont couper des aides sociales, ils vont couper les salaires des infirmières, ils vont rendre l'hôpital public exsangue, ils vont rendre les soignants morts de fatigue, ils le savent. Ils savent que dans l'école publique, ça va tout mettre par terre, que les profs n'auront plus les moyens de faire. Ils savent tout ça. Et pourtant, ils prennent ces décisions. Et donc, je me dis, les gens qui font ça, ils correspondent à un système. Et donc, ce qu'on doit combattre, bien sûr, c'est ces individus parce qu'ils sont capables de voter des mauvaises lois, de faire des mauvaises choses. Il faut combattre les multinationales irresponsables qui dirigent, etc. Mais il faut quand même qu'on combatte culturellement. C'est ce que tu fais. Tu vois, combattre culturellement. Montrer qu'en fait, c'est un système qui est une fausse route, qu'on se rend malade parce qu'on permet à des destructeurs finalement non seulement de détruire la planète, mais de détruire nos propres corps, empoisonner l'ensemble du vivant, contaminer l'ensemble des écosystèmes, et ça finit par nous impacter, nous, aujourd'hui. La princesse d'Angleterre, elle a un cancer, on est tous... Jeunes, ouais, c'est de plus en plus jeune, effectivement. Mais oui. Une carte de banque que vous absorbez par semaine, n'oubliez pas. Mais c'est ça. Ouais. En fait, je veux dire, personne n'est à l'abri de la contamination généralisée, personne n'est à l'abri du changement climatique, l'argent ne va mettre personne à l'abri, donc à un moment donné, il faudrait que ça monte au cerveau, mais clairement, notre bataille, elle doit être culturelle. C'est dire, mais revenons à un peu l'essentiel, en fait.
revenons à la foi qu'on peut faire société, que c'est plus agréable d'être avec des gens sympas. Moi, je préfère passer mon temps avec toi que dans un dîner avec le CAC 40 et dans un truc du MEDEF. Alors peut-être qu'il y a des gens sympas au MEDEF. Nous avons une croissance économique de 5%. Excuse-moi, je fais le gros cliché, hein, mais non, mais je vois bien le délire. Mais justement, alors bon, tout ça, toi qui es vraiment en tête, en train de batailler, de négocier, de discuter, qui tombe face à ce cynisme, hein, qui en est effrayant. Déjà merci, parce qu'il y a plein de gens derrière toi aussi, tu as réussi à mobiliser beaucoup de personnes, mais il y a quand même eu des victoires là-dedans. Je voudrais, avant de rentrer dans ce qu'il y a dans notre assiette aussi, ça c'est important, que tu me parles de ces dernières victoires que tu as pu obtenir ces dernières années. Et est-ce que ces victoires, dans la vie réelle, se sont bien transférées, ou est-ce qu'au contraire, le système a réussi à manager de manière à continuer, on protège des zones, mais en fait, on a juste continué à faire la même chose, mais on dit que c'est protégé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors nous, on fait un service après-vente. Enfin, en tant qu'ONG, on aime bien les choses très concrètes, on est très indépendant, on adore ça. On a des donateurs qui nous permettent d'être indépendants. On ne prend pas d'argent public. Comme ça, on a une liberté de ton et de parole absolue par rapport au pouvoir politique. On a des alliés politiques, des vrais alliés. Hein, dans tous les écosystèmes politiques, il y a aussi des gens qui se battent de l'intérieur. On ne peut pas gagner nos combats politiques sans ces alliés-là. Enfin, faut le rappeler aussi. Mais clairement, puisque cette bataille culturelle du libéralisme, de l'égoïsme, du matérialisme a quand même gagné, on se retrouve aussi avec des institutions où la droite, l'extrême droite aujourd'hui, sont en train de monter. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un attachement matérialiste et à en effet soutenir les systèmes destructeurs économiques qui est quand même plus fort aujourd'hui que, on va dire, la gauche écologiste et solidaire et sociale. Mais on a nos alliés, donc c'est important de le dire parce qu'en effet, ça vaut le coup d'aller voter parce que nous, ça nous fait gagner nos combats. Plus on a d'alliés, mais quelques alliés de plus, quelques personnes qui vont voter, ça donne une chance d'avoir un député écolo, un député de gauche, un député de peu importe le parti du moment qu'il est à gauche, de plus au Parlement, et c'est sur ces gens-là que nous on peut s'appuyer après. Mais donc voilà, nos victoires. Avec notre indépendance, avec notre corpus scientifique, parce qu'on a vraiment une spécificité comme association, c'est qu'on a beaucoup de chercheurs. En fait, on est une asso de chercheurs. Donc, on a beaucoup de docteurs en sciences et d'ingénieurs. Et donc, on fait de la data. On regarde ce que les gens font. On analyse les textes de façon très précise. Donc, on est assez fort en juridique aussi. Et on va au combat. Quand on gagne nos combats, on s'assure après qu'ils sont bien mis en œuvre. Donc, on va regarder, par exemple, si on a gagné la fermeture d'une zone de pêche. Eh bien, on a des data scientists, on a vraiment des scientifiques des données, c'est comme ça que ça s'appelle, qui vont après s'assurer que les bateaux ne vont pas dans les zones qui ont été protégées. Et s'ils y vont, alors on va attaquer en justice. Donc comme ça, on fait la chaîne totale. Nous, on fait depuis la conception des politiques publiques telles qu'elles devraient exister. Pour protéger le vivant et notre protéger avenir. Le vivant. Donc on produit des amendements, on produit des analyses, on produit même des propositions de loi avec des députés. Et on dit ça de façon très transparente. Enfin, on produit des amendements parce que c'est des amendements citoyens qui vont dans le sens de la protection de l'intérêt général. On essaie de les pousser, on essaie de les gagner, on essaie de gagner des votes, des règlements, des directives, des lois, etc. Et ensuite, si c'est mis en œuvre, on s'assure que ce soit bien appliqué. Et si c'est pas le cas, on va en justice. Qu'est-ce qui a réussi à être gagné ces derniers temps ? Au Parlement, par exemple? Eh bien, le plus récemment, ça a été au Parlement européen, c'était la loi sur la restauration de la nature. Et on a gagné le vote, mais in extremis, parce que Camille Etienne et Adélaïde Charlier m'ont rejointe sur le terrain. Et elles ont. C'était le vote en préparation. C'était d'abord le vote du Parlement européen. On a fait toute la campagne à Bruxelles, parce que une fois qu'ils arrivent à Strasbourg pour les votes en plénière, en fait, parce qu'il y a donc 2 sites, hein, le Parlement européen est en effet, Bruxelles, ils font le travail en commission, donc ils font le travail préparatoire, les amendements, les textes de loi, etc. Et ensuite, ils votent en plénière à Strasbourg. Et quand ils arrivent sur le vote en plénière, c'est quasiment trop tard. Enfin, on le fait quand même, hein, mais là, c'est vraiment, on éteint le feu, quoi. C'est vraiment, au dernier moment, on peut encore gagner, retourner quelques députés. Ça se passe comment? C'est ça, vous avez discuté avec les députés, vous avez chopé on les interpelle, dans les couloirs, vous avez accès, ce qui vous permet, vous êtes entre guillemets des bons lobbyistes, pas des lobbyistes des énergies fossiles, qui font la même chose, en fait, hein, qui disent oui, continuez, il faut voter contre ça parce que ça nous arrange. Vous faites exactement la même chose, mais pour protéger notre avenir.
Et donc, vous allez voir chaque député, vous essayez de lui expliquer, ouais, ça va être quoi votre truc, non, essayez d'aller dans ce sens-là, etc. Oui, en fait, on prépare, on passe d'abord par la phase de demande de mail tout à fait correcte par les bureaux, on demande des rendez-vous, on envoie des documentations scientifiques parce que toutes nos positions sont basées sur de la donnée. Donc, et il se trouve que la donnée corrobore nos choix éthiques, c'est-à-dire que c'est rationnel d'être plus juste, d'être plus transparent, d'être plus généreux, de partager. C'est rationnel pour l'humanité. Mais c'est aussi corroboré scientifiquement. Par exemple, les pêches industrielles nous coûtent très cher en subventions publiques. Donc ça, tes impôts, mes impôts, nos impôts européens, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. La pêche n'est pas rentable. Pas du tout. La pêche industrielle n'est pas rentable. Et elle est 3 à 4 fois moins rentable que la petite pêche côtière. Et elle génère 2 à 3 fois moins d'emplois. Et pourtant, elle est 4 fois plus subventionnée. Non, mais c'est ça le délire sur lequel on repose. Pourquoi? Juste parce que les gens kiffent manger des sushis? Je comprends pas. Non, parce que les industriels ont organisé les systèmes de production alimentaire. Hein, c'est la même chose dans l'agricole. De façon à ce que eux gagnent. Que eux, les producteurs industriels, ils ramassent en fait la marchandise, la matière première, et ils font leur marge en transformant la matière première et en la mettant sur des circuits de distribution et de vente. Mais le producteur, il est généralement beaucoup moins rémunéré que le transformateur ou le distributeur. Donc on se retrouve comme dans l'agriculture, un paysan, il va gagner beaucoup moins d'argent évidemment que le système de grande distribution qui va lui acheter son lait. Même système quoi, incroyable. Mais c'est le même système. Et donc c'est un système qui est organisé par et pour les industriels. Et donc c'est un contresens économique et social. Parce que si on voulait... Je suis choqué. Reste gardé à l'endroit où tu es. Désolé de t'interrompre. Mais ça veut dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui va acheter son pavé de saumon, il paye le prix, mais en plus de ça, c'est ses impôts enfin, je veux dire, il paye 2 fois le produit, quoi. Enfin, alors, plus que ça, parce qu'en fait, le saumon, c'est un bon exemple, mais ça, c'est carrément pas un poisson sauvage. Parce que le saumon, aujourd'hui, c'est du poisson d'élevage. Et comme on a tué tous les saumons sauvages, avant, il y avait pas, ça n'existait même pas. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de saumon d'élevage dans les supermarchés. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, il n'y a que du saumon d'élevage. Ça veut dire que tous les poissons sauvages, on les a mangés. Et maintenant, comme on aime manger le saumon, on a pris les souches sauvages et on les a transformées pour les mettre dans des énormes enclos industriels où ils sont serrés comme des sardines, malades, bourrés d'antibiotiques et nourris avec quoi? Avec du poisson sauvage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on va chercher du poisson. C'est qu'on a transformé, en fait, ce qu'on a fait avec le saumon, c'est qu'on a transformé les systèmes naturels. Au lieu de manger un prédateur une fois de temps en temps, comme un mets de luxe, parce que c'est un animal sauvage, quand on est allé prélever dans un milieu naturel, et en faire un plat de fête comme c'était. Quand moi j'étais petite, on mangeait du saumon sauvage à Noël. Basta! On mangeait pas de saumon le reste de l'année, parce que c'était un produit de luxe. Donc on se le payait à Noël, quoi. Enfin voilà, typiquement. Eh bien, on a détruit tous ces animaux, mais comme on a gardé l'habitude de manger que des poissons prédateurs avec une chair ferme, avec des gros filets, etc., eh bien, on va chercher dans les pays du Sud, et notamment en Afrique, des petits poissons pélagiques qui, eux, sont pêchés par les pêcheurs locaux. On les transforme, nous, avec des énormes bateaux industriels payés par nos impôts. On transforme ces petits poissons comme le merlan bleu, le maquereau, la sardine, etc. On les transforme en farine pour nourrir des saumons d'élevage dans des fermes vraiment dégueulasses. Donc, dans le saumon, il n'y a pas que la destruction des animaux sauvages. Il n'y a pas que la destruction de nos finances publiques parce qu'on finance des systèmes de pêche complètement absurdes. Il y a aussi le choc éthique d'envoyer des bateaux monstrueux industriels ravager les eaux d'Afrique et déstructurer les communautés de pêcheurs artisans locaux. On leur retire le pain de la bouche, on détruit leurs activités économiques et on les met sur les routes des migrations. Mais j'insiste, on peut faire des corrélations. Bien sûr qu'en détruisant les systèmes économiques, le maillage social et économique d'un territoire, bien sûr qu'on affaiblit la résilience économique des populations. Donc c'est un scandale éthique. C'est un scandale éthique. Le saumon d'élevage, il faut mais bannir le saumon d'élevage de notre alimentation. Je rebondis sur un truc que tu viens de dire. Je suis d'origine sénégalaise et très petit, j'étais au village de Ngor à Dakar, où c'est un village de pêcheurs. Les Wolofs d'ailleurs, une ethnie du Sénégal, sont considérés comme les pêcheurs. Ils étaient tout le long de la côte au Sénégal. Et quand j'étais petit, j'allais pêcher avec les gens du village dans une pirogue, on allait en haute mer. Et on ramenait pas mal. Et quand j'y suis retourné, donc là je te parle, j'avais 7-8 ans, et quand j'y suis retourné une vingtaine d'années plus tard, j'ai retrouvé mes amis pêcheurs et tout, et je dis, ah, ça me ferait plaisir d'aller en haute mer. Il fait, franchement, si on ramène quelque chose, on a de la chance. Je dis, ah bon?
Je grimpe, on y va, et on ramène quantité ridicule. Je dis, ah purée, c'est plus comme à l'époque. Et moi, je me dis, c'est dû à quoi? Et il me dit, bah regarde au loin. Et au loin, qu'est-ce que je voyais? Des paquebots immenses. Ouais. Des gros bateaux, mais vraiment, tu sais, dans les nuages, comme ça, tu vois des silhouettes très loin. Et je dis, mais c'est à cause d'eux? Je dis, mais oui, ils ont des filets immenses, ils prennent tout. Et donc ça impacte le village, ouais. Nous on achète notre saumon à Dakar, à Soumbédioune, ou dans des zones en fait, où on livre le poisson. Mais c'est fini, c'est plus les pirogues qui le ramènent. C'est des grosses industries qui ramènent ça. Donc c'est-à-dire que le village devient dépendant d'une grosse industrie alors que ce n'était pas le cas. Ouais. Et ce que tu dis là résonne beaucoup en moi parce que je l'ai vécu moi-même de voir cet anthropocène, de le ressentir. Et c'est vraiment effrayant parce que, comme tu l'as dit, c'est plus l'essentiel de leur boulot. Il n'y a plus autant de pirogues qu'avant. Maintenant, c'est des pirogues de loisirs pour les touristes qui arrivent. Ah, la pirogue est toujours là. On va visiter l'île de Gorée, on va visiter l'île de Ngor, on va faire un petit tour, etc. Tout a été vachement réduit. Pêche à l'espadon, tout a été réduit, quasiment devenu existant. Et ces gens-là sont dans des galères. Et effectivement, parfois, sont dans une situation où, comme on leur montre la belle boussole européenne, occidentale, les États-Unis c'est trop bien, l'Europe c'est trop bien, ils se disent bon je vais tenter ma chance ailleurs, je n'ai plus d'opportunité ici. Et en voulant tenter sa chance ailleurs parce que toutes les opportunités ont été volées, ici on érige littéralement des murs qui fait que tu as des chances de mourir dans la Méditerranée. Ce paradoxe est effrayant et dingue, merci d'en parler, ça permet de voir le monde complètement différemment. Mais de nouveau maintenant, pour ce qui se retrouve dans notre assiette. On dit souvent que on mange l'équivalent d'une carte de banque en termes de plastique de façon hebdomadaire. Donc dans l'année, ça fait quand même un paquet de cartes. Et Camille Etienne a récemment sorti un documentaire exceptionnel sur le fait qu'on est tous contaminés. En Belgique, on a eu un gros scandale au PFAS, ça en a beaucoup parlé. Les plaques Tefal, ou toutes les plaques de cuisson, lorsqu'elles sont pétées, c'est des polluants éternels qui restent dans le corps, qui génèrent des cancers. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce qu'on mange qui vient de l'océan? Il se passe beaucoup de choses. D'un point de vue de la pollution aussi. Il y a beaucoup de déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans, qui sont ingérés. Ouais. J'essaie de comprendre un petit peu cette chaîne. Comment ça marche? Alors déjà, on a réduit, tu parlais d'espadons à l'instant. Il faut savoir que depuis un peu plus d'une 50aine d'années, on a fait réduire les populations de grands poissons, comme les espadons, les marlins, les thons, les mérous, enfin tous les grands poissons de l'océan. Leurs populations ont chuté de plus de 90%. 90%. Ouais. En mer du Nord, faut savoir, parce que c'est vraiment proche de... Là, c'est les rivages de la Belgique. La mer du Nord, il faut se représenter que entre 1900 et aujourd'hui, on a perdu 99,2% des poissons un peu gros de plus de 16 kilos. Et les plus petits poissons, on en a perdu à peu près 98%. Donc là où il y avait 100 poissons en 1900, aujourd'hui, il y en a moins de 1 en mer du Nord. Donc on a vidé l'océan. Avec nos méthodes de pêche ultra efficaces, on a fait ça. Donc simultanément, on a non seulement pris les animaux, mais on est passé avec des méthodes de pêche qui ont détruit les habitats marins. Il faut bien se représenter que sous l'eau, c'est des forêts. C'est des forêts. C'est pas des forêts végétales, mais c'est les animaux. Ils construisent des écosystèmes. Et qui sont plus petits que les forêts végétales qu'on a sur Terre, mais qui sont absolument tout à fait aussi riches et denses en espèces. Et en fait, ces animaux qui forment par exemple, il y a des algues qui forment, ça s'appelle le merle, M-A-E-R-L, et partout autour de la Bretagne, il y a des bancs de merles, et c'est des algues qui ressemblent à du corail rouge, parce que c'est des algues corallifères. Elles sont dures, et donc ça crée des écosystèmes, c'est comme une ville, en fait, des écosystèmes animaux, comme ça, sous l'eau, avec l'organisation. La crèche, la cantine, l'autoroute, le dortoir, etc. Et en fait, ces écosystèmes, on les détruit en permanence en faisant passer des méthodes de pêche destructrices. Donc, quand on a vidé l'océan, qu'on a détruit les écosystèmes, c'est pas la même chose, l'abondance et les habitats, détruit les forêts animales, et que simultanément, on a pollué, ça veut dire que la pollution qui est d'origine humaine arrive dans l'océan avec des concentrations de plus en plus fortes sur les animaux qu'il reste, puisqu'il en reste de moins en moins. Donc la pollution, déjà, a augmenté dans l'absolu, et en plus, ça croise le fait qu'il y a de moins en moins d'animaux. Donc on se retrouve avec des taux de contamination qui sont absolument sidérants. Donc il n'y a pas, en gros, de poissons sauvages aujourd'hui qui soient parfaitement sains. Il faut choisir son camp. Si tu manges des sardines, il va y avoir des problèmes de dioxine, mais à des niveaux qui restent, les chercheurs vont dire que ça reste dans les limites de sécurité. Bon, faut pas non plus en abuser.
si tu vas manger des grands prédateurs, tu vas avoir des métaux lourds. Donc en fait, le poisson sauvage, évidemment, venant d'un milieu de plus en plus pollué où les populations sont de plus en plus faibles, ça ne génère pas de la nourriture très saine. Qu'est-ce qu'il en est avec le thon? Le thon, c'est une catastrophe de pollution. Le thon, c'est des niveaux de mercure qui dépassent vraiment tout l'entendement. Donc le thon, surtout le thon en boîte qu'on va trouver, thon albacore, etc. D'abord, c'est un scandale d'un point de vue de ce qu'on fait en Afrique, parce que les premiers pêcheurs de thon en Afrique, c'est les Espagnols et les Français, parce que tout le monde dit ouais, c'est les Chinois. Non, c'est les Français et les Espagnols. On prend nos responsabilités. On détruit les populations de thon. Parfois, ils attrapent tellement de requins qu'ils marchent sur les requins sur le pont, des raies mantas, des raies, des dauphins, des tortues. Enfin, c'est une catastrophe la pêche au thon dans le Pacifique aussi. D'un point de vue purement écologique et en plus humain. On a sorti un rapport en montrant qu'il y avait des violations de droits humains sur l'ensemble de la chaîne du thon, donc c'est une catastrophe. Il y a des problèmes d'évasion fiscale et pour finir, le thon est en plus pollué, donc c'est pas la peine de s'empoisonner en mangeant du thon. Donc ouais, faut y aller vraiment mollo sur le poisson sauvage et en réalité, il faut au moins contribuer à soutenir des pêcheurs vertueux de notre littoral, c'est-à-dire qu'au moins que ça serve à entretenir des côtes, un littoral qui soit un petit peu vivant, avec des ports de pêche qui soient vivants, plutôt que d'avoir des ports de pêche morts, où il y a que 2 énormes bateaux industriels de 80 mètres qui passent une fois toutes les 3 semaines pour vider cette espèce de siphonnage permanent qu'ils ont fait dans l'océan, alors qu'on pourrait avoir plein de bateaux de pêche qui débarquent le poisson pour que ce soit vivant et que ça génère évidemment la vie du village, quoi, du village, du port, des commerces, la coiffeuse, l'école, l'épicerie, enfin tout ça, quoi, une économie. Combien de temps le système peut tenir là, la pêche conventionnelle, traditionnelle? Combien de temps est-ce qu'il pourrait potentiellement tenir? Je ne sais pas s'il y a des études qui en ont parlé. Parce qu'il y a forcément une contrainte, il y a une limite à tout. Il y a un moment donné, tu reviens bredouille. Donc il y a un moment donné où tu peux pas continuer dans ce même système-là. Mais alors, on attend la fin du dernier poisson pêché? On l'a déjà touché, la fin de la fin de la fin. La mer du Nord, par exemple, on a touché la fin de la fin de la fin. Mais on va plus loin, en fait. Et donc ce qu'on fait, c'est que ça a été théorisé par un chercheur qui s'appelle Daniel Pauly, qui est un grand maître à penser. C'est la rencontre la plus importante de ma vie, en fait. Wow. Moi. Ouais. Okay. Un grand chercheur franco-américain qui travaille au Canada. Et lui, il a montré qu'il y avait une triple expansion. Quand il n'y a plus de poissons, ce que font les flottes de pêche, c'est qu'elles vont chercher plus loin. Et puis ensuite, quand il y a plus loin, il n'y a pas, alors elles vont chercher plus profond et elles vont changer d'espèce. Donc en fait, il y a une expansion bathymétrique, on va de plus en plus profond, une expansion géographique, on va de plus en plus loin, et une expansion spécifique, on change d'espèce. Et ce qu'on appelle la triple expansion. D'un thon à un autre thon, par exemple. Alors, d'un thon à un autre thon, ou d'un très grand, on va passer à un thon juvénile. Par exemple, aujourd'hui, les pêches, quand on a du thon qui s'appelle albacore, le thon albacore qu'on consomme tous, enfin, en tout cas, plus moi, mais dans les boîtes de conserve, le thon albacore, aujourd'hui, il faut savoir que 97% du thon albacore, qui est pêché par les industriels espagnols et français, ce sont des juvéniles, des bébés qui n'ont pas pu se reproduire. On en est là. Donc en effet, le système, il va vers une perte. Et ça va à un moment... Ça pousse à l'extinction, quoi. Bon, on pousse tout à l'extinction. On pousse tout à l'extinction. C'est pour ça qu'on en arrive à un stade où l'océan est à bout de souffle. Alors qu'on devrait, par exemple, penser, ne serait-ce que, d'ailleurs, pour les utilitaristes cyniques qui nous gouvernent, on pourrait très bien imaginer que, au moins, on essaie de faire refléter que un thon vivant, il a 1000 fois plus d'intérêt qu'un thon mort. Parce qu'un thon vivant dans l'océan ou une baleine vivante dans l'océan, elle va stocker du carbone de façon hyper efficace, parce que le Fonds monétaire international, par exemple, a calculé que une grande baleine, elle stockait dans sa vie autant que 1500 arbres. Mais au moins autant que 1500 arbres. Parce qu'une fois que la baleine, elle meurt, elle coule au fond de l'océan, et alors que le carbone qui est stocké dans les arbres, il va être redégazé à un moment donné, dans l'océan, c'est enfoui et ça se transforme en dépôt pétrolifère. Donc le stockage, il se fait pas sur quelques années, il se fait sur des millions d'années. Donc on a un intérêt collectif à reconstituer la santé de l'océan et à laisser de l'abondance, laisser les animaux repeupler, réoccuper l'espace. Et c'est pour ça que nous on se bat très fort pour avoir des vraies aires marines protégées, parce que l'Europe appelle protéger des zones où on passe en permanence avec des méthodes de pêche destructrices. Il n'y a aucune différence entre une zone qu'on dit protégée et une zone à côté non protégée. Et on a une étude même qui sort qui dit que les zones
dites protégées, elles sont plus intensément chalutées que les zones non protégées. Mais c'est comme, il n'y a pas de surveillance et en fait Zéro. ils y vont quoi. Non, mais il y a même pas, ils ont même le droit parce que la protection ne donne aucune forme d'interdiction. Alors ils appellent protéger des trucs qui ne sont pas protégés parce qu'ils disent ici c'est protégé. Mais vas-y, passe avec ton bulldozer autant que c'est autorisé, je t'autorise, je protège et en même temps je t'autorise à passer avec ton bulldozer 50 fois par jour. Donc les zones protégées ne sont pas protégées. C'est une imposture politique majeure. Et ça, c'est le cœur, parce que les gens, ils nous disent, mais pourquoi ils appellent ça protégé? Par moment, on doit juste se battre pour faire comprendre aux gens, non, mais on vous promet, on ne se trompe pas de combat. Les zones dites protégées ne sont pas protégées, même dans la loi. On a le droit de détruire les zones protégées. On a le droit. Si tu t'achètes un chalutier et que tu vas traîner des énormes filets lestés, avec des panneaux en acier, ça va racler les fonds. Ouais. Tu vas racler, mais comme tu peux pas imaginer, tu as le droit de le faire dans les zones protégées. Tu te rends compte le bug? Mais pourquoi cette appellation protégée? Pour faire du chiffre. Okay. Pour faire du chiffre, pour dire on protège. Alors qu'en fait, on protège pas du tout. Et du coup, la Commission européenne a fini par en avoir marre, là. Donc, elle a demandé aux États membres de faire le job, de vraiment interdire le chalutage dans les aires marines protégées. Et on en est où à ça? Rien. De rien. Pour un business de nouveau pas rentable et qui pèse sur votre portefeuille et le mien, quoi. Exactement. Et donc, par exemple, la France, qui a le premier espace maritime européen et qui a le deuxième espace ex-aequo avec les États-Unis au niveau mondial. La France dit qu'elle protège plus de 30% de ses eaux. Eh bien, il y a un chercheur du CNRS qui a fait le calcul et qui a montré que ce qu'on protégeait vraiment, c'était moins de 0,1%. Pardon. Quoi? Là où on n'a pas le droit de détruire. Voilà. Eh ben, c'est moins de 0,1%. Pour être précise, sur les façades Manche et Atlantique, c'est 0,005%. Voilà. C'est une imposture. Ah oui, le terme, pour le coup, n'est pas une imposture. On peut vraiment parler d'imposture. Je suis choqué par tout ce que tu me racontes. J'ai envie d'encore creuser tous ces sujets parce qu'il y a c'est tellement vaste. Merci pour ce temps que tu nous donnes et n'hésitez pas, vous, de votre côté, à réagir en commentaire, hein, parce que là, tout ça, c'est important. Et si on est là pour en discuter, c'est pour que, au-delà que vous soyez conscient, c'est que politiquement vous mobilisiez, quoi. On n'est pas là en train de faire ça parce que c'est sympa d'en parler. On attend vraiment qu'il y ait du changement. Parce qu'il n'y a rien à faire. Au final, tout ça est poussé, notamment par un système qui est lancé. On a compris que c'est une grosse locomotive avec du bon charbon et qui balance des baleines en même temps dans le truc pour nous faire avancer à toute vitesse. Avec ton poisson sauce teriyaki, là, c'est bon. Voilà, c'est pour nos pulsions auxquelles on essaie de répondre. Mais du coup, quelle est l'action que pourrait faire n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, qui se sent touché? J'ai des idées. Directe, là, j'ai fini de regarder la vidéo, immédiatement, je sais que ça va avoir un impact de fou, quoi. Ok, eh bien, donc évidemment, à l'échelle individuelle, c'est changer sa consommation, donc se renseigner parce que c'est vraiment facile. Et à l'échelle politique individuelle, c'est s'inscrire sur des listes électorales si c'est pas encore le cas pour les élections européennes. Tout l'espace francophone du monde entier doit voter, pardon, pour des politiques de gauche écolo, parce que sinon on n'a pas d'alliés. Mais là, en fait, on se rend compte, on a un problème. C'est que les politiques, comme Emmanuel Macron par exemple, ils sont briefés par des lobbyistes industriels. Oui, voilà. Enfin, il vient du néolibéralisme, lui. C'est clair que lui, Bruno Le Maire, c'est ce qu'ils suivent, quoi. Hein, ils suivent une ligne, et donc ils ont dans l'oreille des gens qui leur disent des mensonges toute la journée. Et qui disent la pêche industrielle, elle est viable, économiquement, c'est de l'emploi, ça marche, c'est de l'emploi, chantage à l'emploi, parce qu'ils ont que ça, donc chantage à l'emploi à toutes les sauces. Ils ont ça dans l'oreille toute la journée. Et en fait, à un moment donné, un secteur de la pêche, par exemple, en France, c'est 0,1% du PIB. Donc, j'aime mieux te dire que ça intéresse vraiment personne d'un point de vue, les grands, là, eux, ils font du vrai business, ils font des trucs qui pèsent. La pêche, ça intéresse personne. Donc, si nous, les citoyens, on s'organise pour dire aux politiques, wow, ça va plus se passer comme ça. Il n'est plus question que votre brief, ils viennent que des lobbyistes qui jouent contre nous, contre la santé de l'océan, contre la santé du climat, contre la santé des écosystèmes. C'est fini. On veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Et qu'on ait des centaines de milliers à le demander. Alors là, le politique, ça lui remonte au cerveau, en fait. Il se dit, ce que me dit Olivier Lenezet, le président du comité des pêches de France. Un lobbyiste qui fait que du lobbying pour les industriels, il représente pas du tout les pêcheurs veulent sa démission, enfin bref, mais lui, il a l'organe, Comité national des pêches, donc tout le monde se dit, le type est sérieux. C'est lui qui va briefer Macron. C'est lui qui a la ligne directe avec Macron. Et donc à un moment donné, il faut que nous aussi, on se crée une ligne directe avec Macron pour dire, en fait, on va prendre le dessus.
on va en fait dire aux politiques que oui, l'océan n'a pas de voix. Oui, les animaux marins, quand on les massacre avec des hameçons, avec des méthodes de pêche, qu'on les suffoque, qu'on les découpe vivants, ils n'ont pas de voix pour hurler. On va le faire à leur place. On va exiger de la protection. Si on fait ça, on gagne. Et donc, on a monté une coalition citoyenne pour la protection de l'océan. Et en fait, on voudrait que tous les terriens se mettent dans cette coalition citoyenne. Parce que si on y est vraiment, non mais je vous garantis, les amis, qu'on va gagner. C'est sûr. Mais il faut qu'on soit ultra nombreux. Et on fait une coalition et non pas une pétition. Parce qu'une pétition, c'est un one-shot. Tu signes ta pétition, je veux qu'on arrête si ça saute. Et bon, sujet, tu signes et terminé. Mais là, en fait, on veut faire une coalition, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur le site de la coalition. Et ensuite, on va demander aux gens inscrits, à des moments clés, de se rappeler au pouvoir et leur dire, on est là, on est là, on est là et on est là pour rester jusqu'à ce que vous protégiez réellement l'océan. Parce qu'en fait, notre vie en dépend. C'est tout. On n'a pas le choix. C'est merveilleux. Merci parce que tu as lu tellement d'études et là je sens que tu me les redistribues et c'est une sorte de miroir de miroir devrais-je plus dire, de point de vue sur des zones, sur le monde et sur une partie du monde dont on ne parle pas du tout en général quand tu ouvres le journal, quand tu es sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Donc vous avez compris à quel point ça va être très important de partager ce que dit Claire. Moi là, je vais au magasin, j'arrête ma consommation de poisson. Je l'arrête. Le saumon, j'ai remarqué, toi. Le saumon, ouais. Ouais, je kiffe le saumon. Et je n'y comprends rien dans les labels MSC, machin. Alors, chose. non, les labels, c'est une imposture. Tous les labels, ouais. Ah ouais, les labels, enfin, le MSC, c'est celui qu'on trouve le plus. C'est le label mondial le plus important. Et lui, il a été créé par des industriels, pour des industriels, et il permet de greenwasher, mais alors, un greenwashing, tu vois, ils ont de l'argent, donc bien fait, la pêche industrielle. Donc, le MSC va labelliser les méthodes de pêche totalement non sélectives qui, dans le thon, par exemple, qui attrapent des requins et des raies. Ça va labelliser le chalutage, là, la destruction des fonds marins. non, mais il n'y a rien qui va. Donc, l'idée était jolie à 20 ans, mais ce qu'ils en ont fait est une catastrophe. Tout le système est compromis, donc il n'y a même pas un poisson que je pourrais acheter en me disant « Ah, ce poisson-là… Si, en fait, il y a d'abord des pêcheurs côtiers. Des pêcheurs côtiers qui utilisent des méthodes de pêche douces pour l'environnement. Comment je trouve leur truc ? Alors, donc, en Europe, on est obligé d'afficher, quand on achète du poisson frais, la technique de pêche est obligatoire. Donc, par exemple, s'il y a marqué ligne, casier ou filet, c'est quand même en général de la petite pêche qui est tout à fait correcte. Ensuite, il faut s'éloigner du chalut, toutes les formes de chalut pélagique, chalut de fond, soit c'est dans la colonne d'eau mais ça attrape tout, soit ça racle les fonds et c'est la catastrophe. Donc, il faut s'éloigner de ce genre de méthode de pêche, d'une part, et puis, je pense que c'est globalement se dire que l'échelle industrielle, mais tu vois, moi je pense que c'est un truc qui est vrai pour tout. Même le maquillage, quand tu regardes en effet le documentaire de Camille Etienne, tu te rends compte que même le maquillage, il y a des PFAS, là, ces polluants éternels. Donc en fait, les échelles industrielles sont pas les bonnes. Donc on doit sommer les industriels, les multinationales, d'arrêter de mettre des polluants. Mais en fait, t'as vu, il y a toujours une course, ils vont toujours en avant. Donc en fait, c'est cette échelle industrielle dans la production alimentaire, dans la production agricole n'est pas la bonne. Et donc il faut aller vers des humains à échelle humaine, bateaux à échelle humaine, capture à échelle humaine. Il faut savoir que les énormes bateaux pélagiques, dont on voit les énormes chalutiers qui font 80-100 mètres, en 20 minutes, ils arrivent à attraper autant de poissons que ce qu'un petit pêcheur côtier va attraper en 20 ans. Oh, ok, d'accord. Mais donc du coup, ça me ramène à un dénominateur commun qui est systémique en fait, à absolument toutes les conversations que je peux avoir sur cette chaîne. L'industrie permet d'avoir les trucs à bas prix. Ouais. Et on s'habitue, nous, à avoir et accéder à la viande, aux poissons, à des objets de bien de consommation au plus bas prix possible et imaginable. Et qu'au final, c'est le moment où on doit s'acheter le poisson. Ça doit être un poisson forcément qui vient d'une pêche locale, pêche à la ligne à la rigueur, qui va coûter plus cher. Non. C'est vrai ? Et non, par exemple, quand on fait, alors soit il y a des réseaux de vente directe où on valorise comme les AMAP, mais il y a un réseau qui s'appelle Poiscaille où on peut acheter du poisson et en fait on paye vraiment le même prix, même moins cher, pour avoir un poisson extraordinairement bien pêché par des humains identifiables avec un nom, un prénom, un petit bateau et c'est de la petite pêche vraiment vertueuse. Et en fait, quand on a des poissonniers qui sont vraiment engagés, ils peuvent faire en fait le choix justement de prendre les meilleures méthodes de pêche pour les vendre dans leurs étals.
plutôt que d'acheter des énormes volumes qui ont été un peu dégueulés. L'expression est pas très belle, mais c'est vraiment le cas, par des énormes filets. Donc en fait, l'engagement du prix, c'est à la grande distribution de le faire. C'est pour ça qu'il va falloir, à terme, il faut qu'on somme la grande distribution de prendre un engagement pour les producteurs, parce que c'est eux qui se font les marges. On paye avec nos impôts des subventions pour que eux ils récupèrent du volume pas cher, mais le volume il n'est pas cher. Le volume qui sort des poissons des chalutiers, c'est un volume qui nous a coûté cher puisqu'on a payé leur note de gasoil. On a payé avec nos subventions publiques. Donc en fait le poisson nous revient très cher. Il nous revient très cher en prix quand on réintègre les subventions publiques. Il nous revient très cher parce qu'on casse l'environnement, on casse le climat. Les chaluts, faut imaginer qu'à chaque fois qu'on chalute à une zone, non seulement il y a des émissions directes de CO2, mais on resuspend du carbone qui a mis des millénaires à être stocké. Au fond, on le ramène en... Et en fait, on se rend compte que dans un temps très court, il y a 55 à 60% du carbone qui est donc resuspendu, qui est remis en suspension par le passage des chaluts, qui retourne dans l'atmosphère en 7 à 9 ans. Donc en fait, c'est une bombe climatique, le chalutage, par exemple. C'est la priorité de nos sociétés européennes de sortir de ces méthodes de pêche qui sont des bulldozers sous-marins et qui déforestent tous les écosystèmes marins en nous coûtant très cher, en subvention publique parce qu'on paye leur note de gasoil, et en perte de biodiversité, et en émission de CO2, et en resuspension de carbone. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Le poisson, quitte à ne pas l'arrêter, en fait, il faut qu'il soit extrêmement rare. Il faut que ça redevienne un mets, un plat exceptionnel. Oui et non, parce qu'en fait, on a tellement détruit les écosystèmes marins et les populations qu'aujourd'hui, il reste plus de poissons. Mais si on permettait d'avoir des aires marines vraiment protégées et non pas des zones qu'on va pêcher comme des bourrins toute la journée, alors on permettrait aux populations, aux abondances de se reconstituer. Okay. Donc on régénérerait de la biomasse. On s'est rendu compte que dans une aire marine protégée, c'est quand on ferme c'est très simple d'ailleurs, le chiffre est facile à retenir. Quand on ferme vraiment une zone à la pêche, en 5 à 7 ans, il y a 5 à 7 fois plus de poissons. Ok, c'est énorme. C'est énorme. Donc ce poisson, les œufs ils restent pas sur place, les poissons ils vont évidemment bouger. Ils connaissent pas de frontières à la zone protégée. Donc les populations de pêcheurs autour vont pouvoir reconstituer leur activité économique. Et nous, on pourrait avoir plus de poissons, pour le coup de bonne qualité, moins pollués parce que c'est plus diffus, et se retrouver avec du poisson de bonne qualité, pas trop cher. C'est incroyable. On peut gagner sur tous les tableaux, quoi. En fait, on fait tout faux. C'est l'avantage du secteur, c'est qu'on fait tout faux. Et donc, c'est hyper simple de penser des solutions parce qu'en fait, c'est tout à fait l'opposé. Tu vois, tu prends ce qu'on fait, on fait le négatif de ça et on arrive à exactement ce qu'on devrait faire pour reconstruire une économie positive, sociale, solidaire, juste et écologique. Rappelle-nous la coalition, le lien. Ouais, c'est océancoalition.org. Donc, Ocean Coalition, océancoalition.org. Je vous le mets en description de cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier message à lancer aux personnes qui sont en train de nous regarder? Un conseil quelconque? Ouais, j'ai un conseil. En fait, d'abord, que quand les gens vous disent vous êtes anxiogène avec vos données horribles sur le changement climatique, etc., il faut toujours savoir, ça situe le personnage, il est de droite. Forcément. Parce qu'en fait, il y a une étude qui a montré que la peur, en fait, était 7 fois plus mobilisatrice. La peur et la colère sont des émotions qui sont 7 fois plus génératrices d'action climatique que l'espoir. Donc, on arrête d'espérer, on agit. Donc ça, c'est le premier message hyper positif, je trouve. Et puis le deuxième, c'est de se dire que la personne la mieux placée pour convaincre les gens de se mobiliser, de s'engager, de signer, de rejoindre des coalitions et tout, c'est toujours nous. C'est toujours plus efficace d'aller parler à des copains et de leur dire prends ton téléphone, inscris-toi sur une coalition citoyenne parce qu'on va gagner, on peut gagner ensemble. C'est plus convaincant, même que de laisser les réseaux faire le job, quoi. Donc c'est vraiment prendre le pouvoir de conviction qu'on a en tant qu'individu convaincu, on va générer de la conviction chez les autres. Aujourd'hui, dans un moment de changement, un moment de transformation, prenez votre pouvoir politique, prenez votre pouvoir idéologique, n'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur parfois d'aller à la confrontation, puisque on ne transformera pas les choses en étant tranquille et juste en commentant et en partageant cette vidéo, en la likant, ça ne marchera pas que comme ça. Ça marchera aussi en allant sur le terrain. Donc je vous invite vraiment à suivre les actions, à ne pas hésiter, un de ces quatre, au lieu de prendre des vacances quelque part, aller prendre des vacances éventuellement à Strasbourg ou à Bruxelles et aller militer devant le Parlement, devant la Commission européenne lorsqu'il se passe des choses, et croyez-moi, il s'en passe beaucoup. D'ailleurs, comme je suis bruxellois, je suis souvent sur place, n'hésitez pas à suivre tout ça sur mon Instagram, je vous dis tout ce qui s'y passe aussi en temps réel. Claire, du fond du cœur, merci. Merci à toi. Ça a été riche, j'ai appris
tellement de choses. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble. Bon courage. Fais gaffe si un jour tu retournes sur les plateaux où on te laisse pas parler. Si tu vois ce que je veux dire, voilà. Et je ne peux te souhaiter que le meilleur et que tout se passe bien. Eh ben, merci à toi et à tous ceux qui écoutent, toutes celles et ceux qui écoutent et qui peut-être peuvent faire la différence et vont sans doute faire la différence avec nous. Ah, on donnera tout, on lâchera rien. Ouais, faut rien lâcher, jamais. Bye bye.